Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Virginie Moine, directrice scientifique de la société BioLafor, en charge de la R&D pour le groupe Lafor. Et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans cette cité du vin, ce magnifique lieu consacré à la vigne et au vin. Nous avons choisi de communiquer ici ce soir à Bordeaux, mais aussi par visio-conférence sous la forme d'un webinaire pour vous présenter un concentré de l'essentiel des travaux de recherche du projet KetoWine. Ce projet vise à mieux comprendre le chitosane, ses propriétés stabilisantes dans les vins. Ce projet est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique une ANR. Alors pour vous expliquer un petit peu, c'est qu'il s'agit en fait d'un projet financé par partie par l'Agence nationale de la recherche au nom du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il s'agit d'un financement répondant à un appel à projet visant une problématique définie et qui va associer un certain nombre d'équipes, d'unités de recherche et d'universités en France et un industriel. Donc, au sein de ce consortium, plusieurs équipes de recherche, dont celle de l'UMR œnologie à l'ISVV, rattachée à l'INRA, Bordeaux Sciences Agro, INP, Université de Bordeaux et ENSCBP, l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand, INP Clermont-Ferrand Auvergne, et celle de l'UMR SPO Sciences pour l'œnologie de Montpellier, la cellule de transfert microflora de l'UMR œnologie de l'ISVV et BioLafor. Alors, je vais maintenant vous présenter chacun rapidement des intervenants de cette soirée qui sont acteurs de ce travail et pour lequel, avec certains, nous avons une longue historique de collaboration. Alors, Marguerite Dols, professeure à l'ENSCBP Bordeaux INP, et dont le domaine d'expertise est la production d'exopolysaccharides, le métabolisme et la physiologie microbienne. Elle mène ses activités de recherche à l'ISVV. Marguerite est à l'initiative de ce projet. C'est elle qui en est la coordinatrice. Et puis, je profite de ce moment pour la remercier chaleureusement à ce titre et pour toutes les collaborations que nous avons réalisées ensemble et les prochaines certainement. Margot Paulin, qui est microbiologiste de formation, ingénieure d'études, qui a été recrutée dans le cadre de ce projet. Margot a réalisé l'ensemble de ses travaux de recherche à la fois à l'ISVV sous la direction de Marguerite Dols et à l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand sous la direction de Cédric Delattre, dans la salle, maître de conférence, spécialiste en biochimie et biomatériaux dans le domaine des matériaux bio-inspirés en biomimétisme, qui vise à répondre aux besoins industriels et à la valorisation de coproduits végétaux et algaux et le biomasse. Thierry Docot, docteur, chercheur à l'INRA et à l'UMR Sciences pour l'œnologie de Montpellier, mène des recherches concernant la caractérisation et la structure des polysaccharides et oligosaccharides issus du raisin, des micro-organismes et des exudats naturels présents dans les vins. La connaissance de ces macromolécules lui permet d'étudier leurs propriétés, leurs interactions et avec d'autres constituants dans le vin, comme par exemple les polyphénols. Julie Maupeux, ingénieure en microbiologie et responsable de la cellule de transfert technologie microflora située à l'ISVV, spécialisée en microbiologie appliquée à l'œnologie et rattachée à l'UMR œnologie. Microflora apporte son expertise en microbiologie aux professionnels de la filière en se basant sur les connaissances et les compétences développées dans le laboratoire de recherche. Je vais moi-même tâcher de remplacer au mieux Johanna Coulon, ma fantastique collaboratrice, responsable de l'équipe microbio chez BioLafor, qui est absente pour des raisons familiales. Johanna a piloté pendant 5 ans ce projet et a beaucoup œuvré pour la réalisation de cette conférence. Nous avons aussi un invité externe, Jacques Desbrières, professeur émérite à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, ingénieur de l'ENCSC de Paris, docteur ingénieur de l'Université de Grenoble. Après avoir débuté une activité professionnelle dans le secteur privé pétrolier, Jacques a rejoint l'Université de Grenoble en 1990, puis l'UPPA de Pau en 2004.
C'est un expert dans la modification chimique contrôlée des polymères naturels et les relations entre leur structure chimique, leurs propriétés fonctionnelles spécifiques, interfaciales et rhéologiques, leur application spécifique dans le biomédical, le traitement des eaux, les applications et la cosmétologie. Il est aussi expert au niveau des nouveaux procédés respectueux de l'environnement appliqués aux matériaux biosourcés comme le chitosan. Il est l'auteur d'une 200 publications, 26 chapitres de livres et d'une dizaine de brevets. Donc, c'est notre spécialiste ce soir du chitosan et je le remercie d'être ici pour participer à cette conférence. C'est lui qui débutera tout à l'heure. Alors, pour finir, quelques éléments pratiques avant de démarrer la conférence. On va demander aux intervenants d'essayer de parler le plus lentement possible, car cette conférence a été suivie aussi en webinaire depuis l'étranger, donc beaucoup de gens dont le français n'est pas la langue natale. La session d'échange dédiée aux questions sera faite à la fin de l'ensemble de toutes les interventions. Donc, notez bien vos questions et nous ferons un plaisir de vous y répondre. On pourra également communiquer avec le webinaire et voir vos questions et les donner aux intervenants vus depuis la cabine de pilotage. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Et puis, je vous retrouve à la fin pour les questions. Merci beaucoup. Alors, pour ma part, donc avant que le projet Chitowine vous soit, j'allais dire, plus précisément expliqué, développé, moi je vais vous faire quelques mots d'introduction sur le polymère qui est, j'allais dire, le point essentiel de ce projet, c'est-à-dire le chitosane. Alors le chitosane a comme, j'allais dire, est le dérivé principal d'un polysaccharide qui s'appelle la chitine. Et cette chitine a été découverte pour la première fois par un Français, Henri Braconnot, à Nancy, à partir de parois cellulaires de champignons. Donc il a fait l'extraction de polymères de ces cellules et il a trouvé un polymère, la chitine, enfin un polymère, qui a été aussi trouvé quelques années plus tard par extraction d'exosquelettes d'insectes. Et donc à ce moment-là, comme il avait été aussi trouvé à partir de carapaces de crustacés, le terme chitine, qui provient d'un mot grec, a été défini par analogie avec la coquille des arthropodes. Et donc quelques années plus tard, cette chitine a été traitée pour d'autres applications par de la potasse à chaud. Et Rouget a trouvé que le produit qui avait été obtenu était, lui, soluble dans des solutions aqueuses acides, au contraire de la chitine. Et donc, il a déterminé que c'était un nouveau composé et il l'a appelé chitosane. Alors, que ce soit la chitine ou le chitosane, ces polymères ont, j'allais dire, il y a eu un intérêt croissant qui s'est développé au cours des 3 dernières décennies, autant en termes de production scientifique et de brevets, puisque entre les années 2000 et 2020, donc sur les 2 dernières décennies, le nombre de publications et de brevets a été multiplié par 10. Et la production entre ces années 2000 et grosso modo 2020 a aussi suivi un essor, alors pas identique, mais similaire, puisque la production a été multipliée par pratiquement 4 à 5. Alors la source de chitine, qui est le second polysaccharide, le second polymère le plus abondant à la surface de la Terre, après la cellulose, eh bien, il y a des sources extrêmement différentes, que ce soit les crustacés, les mollusques, quelques algues, mais les quantités sont extrêmement faibles, et les champignons, insectes et aussi les champignons. Alors, le chitosane qui est utilisé en œnologie provient
exclusivement de champignons. Alors même si la quantité de chitine extraite des champignons est plus limitée que celle que l'on observe dans les arthropodes et dans les mollusques, eh bien, il y a un intérêt à l'extraction de chitosane issue de champignons, c'est qu'elle est beaucoup moins fortement limitée par les variations saisonnières que l'on peut retrouver dans les carapaces de crustacés ou de mollusques. D'autre part, il n'y a pas de composés minéraux au sein de ces champignons, ce qui fait que lorsque l'on compare les procédés de production de chitine à partir des carapaces de crustacés ou des champignons, il y a une étape en moins qui est le traitement acide pour déminéraliser que l'on retrouve dans les mollusques et que l'on n'a pas dans les champignons. Donc dans les champignons, l'extraction se fait par une solution basique qui permet d'obtenir un complexe chitine-glucane qui est utilisé aussi en œnologie. Et si l'on veut obtenir de la chitine, eh bien, la suspension obtenue est traitée avec de la bêta-glucanase de manière à obtenir de la chitine tout en ayant encore quand même une certaine quantité de bêta-glucane. Si l'on veut aller jusqu'au chitosane, eh bien, on a une opération de désacétylation en milieu basique de manière à obtenir le chitosane qui est une poudre en général, enfin, d'un point de vue, à partir des champignons, elle est blanche. À partir des carapaces de crustacés, il est quelquefois nécessaire de faire un blanchiment pour obtenir cette poudre blanche à cause de la présence de colorants. Alors, qu'est-ce qui caractérise la chitine ou le chitosane? Tout d'abord, leur structure chimique. Donc, la structure est très voisine de celle de la cellulose, si ce n'est que l'on a un groupement N-acétylé qui est présent à la place d'un groupement OH que l'on a sur la cellulose. Et pour obtenir le chitosane, on a vu qu'il y avait une opération de désacétylation, donc on transforme un groupement N-acétyl en groupement amine. Et on différencie la chitine ou les chitines des chitosanes par le degré d'acétylation, qui est la fraction molaire d'unités N-acétylées, c'est-à-dire ces unités-là. Et ça va être un terme qui va souvent revenir tout à l'heure. Donc, lorsque ce degré d'acétylation est supérieur à 50%, on a les chitines. Lorsqu'il est inférieur, on a à ce moment-là la classe des chitosanes. Donc, les caractéristiques majeures, donc on a vu le degré d'acétylation, donc qui va influencer en partie la solubilité du chitosane et la viscosité des solutions, et surtout en fonction des solvants qui vont être utilisés. La masse molaire, c'est aussi un terme qui va revenir assez fréquemment dans le projet. C'est en fait la longueur, la taille de la chaîne macromoléculaire, c'est-à-dire, si vous voulez, de la molécule. Donc, cette masse molaire affecte d'une part la solubilité, mais principalement les propriétés des solutions, et en particulier les propriétés rhéologiques. La dernière caractéristique, c'est la cristallinité. Et donc, on retrouve la chitine principalement sous deux formes. Et la chitine alpha et la chitine bêta, alors qui se différencient par l'arrangement des chaînes macromoléculaires, soit antiparallèles, soit parallèles, et la chitine de champignon, qui va être utilisée en œnologie, est de la chitine alpha. Alors, elle se caractérise principalement par de très fortes interactions et donc une stabilité qui va être plus importante, mais par contre, une solubilité qui sera un petit peu plus faible que la chitine bêta. Alors, en termes de propriété, eh bien, la propriété, j'allais dire majeure pour ce qui concerne la mise en solution et les caractéristiques physico-chimiques, c'est le fait que l'on a un groupement NH2 qui est un groupement acido-basique, donc un pK voisin de 6. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le chitosane est en partie soluble
dans des solutions de pH inférieur, c'est-à-dire dans des solutions acides. Alors, si vous avez de l'acide pur, pratiquement le chitosane sera complètement soluble, mais si vous avez, comme dans le vin, de l'alcool, vous allez à ce moment-là réduire cette solubilité. Vous avez aussi, et ça va être aussi une des propriétés qui va être utilisée en œnologie, c'est les propriétés de complexation et de flocculation, et là aussi qui vont dépendre du pH. Donc en pH acide, vous allez avoir le groupement NH2 qui va être protoné, donc une charge positive, et donc une interaction avec des espèces anioniques. Et c'est ce que l'on va retrouver en particulier tout à l'heure dans les applications en œnologie. Et en pH basique, ce groupement NH2 n'est pas ionisé, mais on a un doublet électronique sur l'azote, et on aura à ce moment-là des interactions avec des espèces qui sont pauvres en électrons, donc par exemple les cations métalliques, et ça c'est utilisé dans tout ce qui est traitement des eaux. Donc il y a d'autres propriétés, en particulier des propriétés biologiques en termes de biodégradabilité, de biocompatibilité, et puis aussi en termes d'action contre les bactéries ou les microbes, et d'autres propriétés telles que les propriétés filmogènes, etc. Alors en termes d'application, le chitosane ou la chitine, mais principalement le chitosane, puisque c'est le dérivé qui est le plus produit et le plus utilisé. J'ai fait ici un récapitulatif des domaines d'utilisation et des pourcentages d'utilisation du chitosane dans ces applications. Donc, je vais les développer rapidement. La principale application, c'est dans le domaine du traitement des eaux. Et donc, j'en ai parlé un petit peu. C'est tout ce qui va être flocculation, donc traitement des eaux, et la formation de complexes avec les métaux. Et donc, on va jouer sur le pH pour pouvoir optimiser ce traitement. Le deuxième domaine en termes d'utilisation et d'application, c'est tout ce qui est application dans les aliments et les boissons, donc soit en tant qu'additif, soit en tant que clarification des boissons, mais là, les 18% ne concernent pas le vin. Le troisième domaine concerne principalement les cosmétiques, donc tout ce qui est émulsifiant, humidifiant, et puis les soins capillaires du fait qu'il y a possibilité d'avoir une charge positive sur le chitosane et donc par des interactions avec les acides aminés, par exemple, que l'on a dans les cheveux. Le quatrième domaine d'application important, c'est le domaine biomédical, et là qui est en très très fort développement, et en particulier, enfin pas que, mais dans le domaine en particulier, des fils de suture qui vont pouvoir être biodégradés, et donc sans nécessiter une nouvelle intervention pour éliminer, par exemple, les fils de suture. Et le dernier domaine en termes de quantité, c'est, alors je l'ai regroupé dans le terme autre, donc vous voyez dans le domaine acoustique, biotechnologie, industrie papetière et dans le domaine de l'œnologie. Donc c'est actuellement le chitosane, dans le domaine de l'œnologie, ce n'est pas une partie extrêmement importante du domaine d'utilisation du chitosane, mais c'est un domaine qui est en développement. Alors pour conclure, je dirais deux choses. C'est que ce sont des composés qui sont connus depuis longtemps, depuis pratiquement 2 siècles, dont les propriétés ont permis le développement dans de très nombreuses applications et dans des domaines extrêmement variés, aussi bien dans le domaine, je dirais, typiquement industriel, mais dans le domaine aussi lié à l'humain. Et ce qui fait que c'est un composé qui est parfaitement adapté au domaine de l'œnologie et qui, pour moi, est un composé qui ne peut que progresser dans ce domaine-là. Donc je vais laisser maintenant la parole aux gens qui ont beaucoup plus travaillé dans ce domaine-là et qui vont vous présenter le projet et les résultats. Merci. Alors, avant de parler des résultats, je vais vous
reparler un petit peu du chitosane en œnologie, les différentes applications qui sont proposées, et ensuite la genèse du projet Kito-Wine, avant de passer la parole à Margot Paulin qui donnera les premiers résultats. Donc, en œnologie, le chitosane est un auxiliaire technologique. Il est mentionné dans 3 textes de référence dans le codex œnologique. Alors d'abord comme agent de collage pour clarifier les mous et les vins, pour prévenir les cases protéiques, cuivreuses et ferriques. Il est aussi utilisé pour réduire la teneur en métaux lourds et pour ces 3 applications, la dose maximale autorisée est de 100 g par hectolitre. Il est aussi préconisé pour réduire la teneur en contaminants comme l'ochratoxine A. Dans ce cas-là, on peut monter la dose jusqu'à 500 g par hectolitre. Et enfin, c'est l'application qui nous réunit aujourd'hui. Il est aussi préconisé pour réduire les populations de micro-organismes indésirables, et notamment Brettanomyces bruxellensis. Et là, la dose maximale autorisée n'est que de 10 g par hectolitre. Enfin, il est mentionné dans les règlements de l'Union européenne pour l'agriculture conventionnelle depuis 2011 et pour l'agriculture biologique depuis 2018. Le chitosane œnologique se présente sous la forme d'une poudre blanche à beige. Il est obtenu, comme tous les chitosanes, par déacétylation de la chitine. Et cette chitine, pour application œnologique, ne peut être extraite que de champignons. Le produit est ajouté au vin à une dose comprise entre 1 et 10 g par hectolitre. On laisse reposer 7 à 10 jours. Et puis, grâce au soutirage, on élimine 95 % du chitosane ajouté, puisqu'il est en grande partie insoluble. Le chitosane restant n'est pas dangereux pour la santé, c'est une molécule biocompatible, on en a déjà parlé tout à l'heure, et donc il n'y a aucun risque à consommer du vin qui a été traité au chitosane. Donc aujourd'hui, on trouve de très nombreux produits antiseptiques pour application œnologique pour traiter diverses problématiques microbiennes dans le vin et qui sont à base de chitosane. Donc ces produits sont très nombreux. De nombreuses promesses leur sont associées pour résoudre de très nombreux problèmes, mais il y a assez peu de preuves, assez peu d'articles scientifiques pour étayer tout cela. Et les retours terrain sont parfois décevants. Alors, dans notre laboratoire de recherche, notamment dans l'équipe microbiologie, on s'intéresse depuis de nombreuses années à la diversité des micro-organismes d'intérêt œnologique. Et on a pu montrer récemment qu'à l'intérieur de ces espèces, il y avait énormément de diversité génétique, que cette diversité génétique supportait une grande diversité phénotypique. Par exemple, pour ce qui est de la tolérance au sulfite, il a été montré récemment qu'il y existait des groupes génétiques chez Brettanomyces bruxellensis qui étaient tolérants au sulfite, beaucoup plus que d'autres qui, eux, étaient très sensibles. Donc, ça nous a amené à nous poser la question, est-ce que la même chose ne se produirait pas avec le chitosane? Pour répondre à cette question, et à de nombreuses autres que je vais vous présenter, nous avons réuni un consortium et nous avons répondu à l'appel d'offres générique de l'ANR en 2017. Donc, le projet Kito-Wine a été mené avec différents laboratoires partenaires que Virginie a déjà présentés, mais je vais le refaire ici. Donc, dans l'UMR œnologie, ce sont les microbiologistes de l'UMR et puis des spécialistes de l'analyse sensorielle qui ont travaillé sur ce projet. Nous nous sommes associés donc, à des chimistes de l'Institut Pascal, spécialistes de la caractérisation, la production, la modification de polysaccharides, des scientifiques de l'UMR SPO pour ce qui est de l'analyse des polysaccharides dans le vin, la cellule de transfert Microflora, qui mène différents travaux de recherche appliqués pour résoudre des problématiques microbiennes pour la filière vitivinicole, et donc qui était à même de transférer certains résultats pour définir des préconisations. Et ensuite, la société Biolafort, qui nous réunit ce soir, qui a porté son expertise terrain et pouvait réaliser des essais. Donc, les questions auxquelles on a essayé de répondre sont les suivantes. La première, c'est d'où viennent les différences d'efficacité rapportées? Est-ce que l'origine de ces différences vient des chitosanes qui sont disponibles sur le marché, qui ne se ressemblent pas tous, de la diversité des vins traités, des micro-organismes qui sont eux aussi tous différents? Donc, première série de questions. Ensuite, nous avons aussi essayé de voir comment le chitosane agissait dans le vin et est-ce qu'on pouvait aller un petit peu plus loin, mieux comprendre son mécanisme d'action pour derrière essayer d'améliorer son activité et essayer de mieux accompagner, de mieux guider son utilisation. Donc, je vais passer la parole à Margot Paulin qui va vous parler de la diversité des chitosanes disponibles sur le marché.
Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés à l'Institut Pascal et qui avaient pour objectif de caractériser chimiquement le chitosane et de produire de nouvelles fractions. Donc, comme l'a dit Jacques un petit peu plus tôt, le chitosane est issu d'une désacétylation partielle de la chitine. Et ce qui en fait la particularité de ce polysaccharide, ça va être ces groupements amines qui, à pH acide, et donc en l'occurrence au pH du vin, vont pouvoir se protoner. Et ces groupements NH3+, vont conférer au chitosane une charge globale positive, ce qui va lui permettre d'agir à différents niveaux, vous le verrez un petit peu plus tard. Il y a également deux grands paramètres structuraux qui sont très importants chez le chitosane. C'est sa masse molaire, donc comme l'a dit Jacques, ça correspond à la taille du chitosane, ainsi que son degré d'acétylation. Alors le degré d'acétylation, il est exprimé en pourcentage, et ça va être le nombre de groupements acétyles que vous voyez ici, que l'on va retrouver tout au long de la chaîne du chitosane. Et donc en l'occurrence, plus ce degré d'acétylation va être élevé, moins on va avoir de groupements amines qui vont être capables de se protoner, et donc moins le chitosane sera chargé positivement. Voilà. Et donc pour être utilisé à des fins œnologiques, le chitosane doit respecter un certain nombre de recommandations, notamment au niveau de sa pureté, au niveau de sa viscosité, ou encore au niveau de son origine qui doit être strictement fongique. Alors, en début de projet, nous avons travaillé avec 6 chitosanes d'origine, de masse molaire, de degré d'acétylation et de viscosité différents. Et donc, nous avons, dans un premier temps, réalisé une caractérisation en suivant les méthodes du codex. Et donc, suite à cette première caractérisation, nous avions 2 chitosanes, donc le F1, qui est donc le chitosane de référence que l'on retrouve sur le marché, ainsi que le F2, qui répondait bien aux spécifications du codex. Et parallèlement à ça, nous avons testé l'activité antimicrobienne de ces 6 chitosanes sur un petit échantillon d'espèces. Et à l'issue de ces résultats et sur la base des propriétés structurales qui étaient vraiment différentes, nous avons choisi le chitosane F1 ainsi que le chitosane F4 comme étant chitosane modèle pour le projet, pour ensuite aller faire de la caractérisation chimique un petit peu plus fine et des essais antimicrobiens à plus large spectre. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, la masse molaire est un paramètre de structure qui est vraiment important chez le chitosane. Et donc, pour quantifier ce paramètre-là, à l'Institut Pascal, nous sommes passés par de la chromatographie liquide d'exclusion, dont le principe est relativement simple, puisqu'en milieu liquide, on va avoir des molécules qui vont traverser une colonne, et cette colonne va séparer les molécules en fonction de leur masse molaire. Donc, en réalité, plus une molécule va avoir une grosse masse molaire, moins elle va être retenue dans la colonne. Et réciproquement, plus une molécule va avoir une petite masse molaire, plus longtemps elle va être retenue dans la colonne. Et donc, en fonction de ce fameux temps de rétention dans la colonne, nous allons pouvoir remonter à la masse molaire des polysaccharides. Donc, voici les nouvelles masses molaires que nous avons obtenues, qui finalement n'étaient pas si différentes des masses molaires qui avaient été annoncées par le fournisseur, sauf peut-être pour le chitosane F4, ainsi que pour le chitosane F6. Donc, deuxième paramètre de structure très important, le degré d'acétylation. Alors, pour le quantifier, le codex œnologique préconise de passer par de la pH-métrie, ce qui revient en fait à venir titrer les groupements amines. Donc, c'est une méthode qui est très simple d'utilisation, qui permet d'avoir un ordre d'idée du degré d'acétylation, mais qui finalement est assez manipulateur dépendant et pas très précise. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de nous orienter vers de la RMN, donc c'est de la résonance magnétique nucléaire, qui est une technique de pointe pour quantifier le degré d'acétylation chez le chitosane. Et donc, en fait, cette technique-là, elle est basée sur la quantification réelle de protons au niveau des groupements acétyles. Donc, voici les nouveaux degrés d'acétylation que nous avons obtenus. Et finalement, on se rend compte que les degrés d'acétylation obtenus via la méthode du codex étaient un petit peu surestimés. Alors, ensuite, il est dit dans le codex œnologique qu'un chitosane d'origine fongique a un pourcentage de glucane résiduel qui est supérieur à 2%. Ce qui veut dire qu'en venant doser ces glucanes résiduels, on va pouvoir discriminer un chitosane d'origine fongique d'un chitosane de crustacés qui n'est censé ne pas avoir de glucane. Donc la méthode du codex pour doser ces fameux glucanes, elle est basée sur de l'hydrolyse des sucres par de l'acide sulfurique suivi d'un dosage des sucres totaux.
Donc voici les résultats que l'on peut avoir. Donc on se rend compte que la méthode marche, puisque pour le chitosane F1 d'origine fongique, on a donc bien plus de 2% de glucane résiduel. En revanche, on retrouve quand même un petit peu plus de 1% chez un chitosane de crevette qui n'est pas censé en avoir. Et en fait, ce 1%, il pourrait provenir du fait qu'avec cette méthode-là, on va doser les sucres totaux et pas seulement le glucose. Donc c'est pourquoi, pour compléter cette méthode-là du codex, nous avons voulu passer par l'utilisation d'un kit enzymatique qui est couplé à une méthode de dosage spécifique du glucose. Donc en fait, la première partie de cette nouvelle méthode, donc elle est similaire à la méthode du codex, puisqu'on va avoir une hydrolyse chimique avec de l'acide sulfurique. S'ensuit après une hydrolyse enzymatique cette fois-ci, et à l'issue de ces réactions, on va avoir un composé rose dont l'intensité va être proportionnelle à la quantité en glucose retrouvée. Donc voici les résultats que l'on peut avoir. Et finalement, on se rend compte que pour le chitosane F1, on monte jusqu'à 6% de glucane résiduel contre 0,4% pour le chitosane de crevette. Et en fait, en réalité, ce 0,4%, il pourrait être assimilé au seuil de sensibilité de la méthode. Et je passe la parole à Thierry. Donc moi, je suis intervenu pour savoir est-ce qu'on peut détecter des résidus de chitosane dans le vin. Donc la question était de savoir, on sait qu'au pH du vin, il y a normalement le chitosane est plutôt insoluble, mais est-ce qu'on pouvait trouver des résidus? Et au laboratoire, on a développé des méthodes qui permettent à partir de vin de pouvoir récupérer toutes les familles de polysaccharides, et nous on s'est aussi attaché aux oligosaccharides où on espérait effectivement retrouver des petits morceaux de chitosan, puisque les oligosaccharides, la différence entre les polysaccharides et les oligosaccharides, c'est la taille. Donc les polysaccharides, c'est tout ce qui va être très macromoléculaire, de très grosse taille, et tout ce qui va être oligosaccharidique, c'est tout ce qui va être plus petit, supérieur au saccharose. Et l'objectif, c'était de voir est-ce que dans un vin, à un moment donné où on a rajouté, donc par exemple dans cet essai-là, on avait rajouté le chitosan au moment de l'encuvage du raisin, donc à une dose de 4 grammes par hecto. Est-ce que quand on analyse le vin en finale, on va retrouver la présence de chitosane? Donc avant de faire tout cela, on a quand même développé une méthodologie parce que le dosage, comme l'a montré Jacques, le dosage du chitosan n'est pas évident de suite. C'est-à-dire qu'il faut dans un premier temps hydrolyser la molécule, récupérer les constituants qui sont de la N-acétylglucosamine, et une fois qu'on a récupéré ce constituant, pouvoir le doser avec des méthodes chromatographie en phase gazeuse. Donc c'est ce qu'on a fait, on a optimisé la méthode qui n'était pas optimisée pour l'œnologie, et on a effectivement la possibilité de pouvoir doser le constituant majoritaire du chitosan qui est la N-acétylglucosamine. Et là, donc voilà le résultat qu'on obtient. Donc là, on a tous les constituants de tous les polysaccharides. Donc on va retrouver des choses classiques comme le mannose qui est le constituant principal des manoprotéines. On va retrouver du galactose et de l'arabinose qui proviennent de ce qu'on appelle les polysaccharides riches en arabinose et galactose. On va retrouver un peu d'acide galacturonique qui sont le signe de la présence des pectines. Donc que ce soit pour les macromolécules de haute masse molaire ou les petites macromolécules glucidiques, donc qui sont les oligosaccharides. Et on s'est particulièrement intéressé à un constituant qui est celui du chitosan, la N-acétylglucosamine, et on s'aperçoit que entre le vin témoin, donc qui est ici le vin SW1, et celui qui a reçu du chitosan, le SW3, quand on regarde la N-acétylglucosamine, on n'arrive pas à détecter, ou très très faiblement, du chitosan qui a été rajouté au préalable. Donc ça, c'est un essai. Et à côté de ça, on a fait d'autres essais où on a rajouté de façon à établir une gamme. Donc on a rajouté 4 grammes, 10 grammes et 25 grammes hecto. Et on retrouve les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chitosan ajouté détectable dans le vin final. Donc là, je parle bien d'un vin final. Et donc, on ne retrouve pas de molécules
solubles de chitosan dans le vin, dans le produit final. Ou si on en retrouve, c'est vraiment à des doses qui sont très très faibles, avec des techniques qui permettraient d'aller regarder ce qui est en limite de détection. Donc voilà, pour ma part. Donc on va continuer avec le mécanisme d'action du chitosane dans le vin et puis le spectre d'action. Donc quels sont les micro-organismes touchés, quels sont les vins touchés, et avant de passer aux applications. Donc dans le vin, les micro-organismes sont chargés négativement et se maintiennent en suspension en général. Et donc au cours des essais qu'on a réalisés, comme on analysait les populations dans le vin, c'est-à-dire dans le sommet des tubes et puis au fond des tubes, on a constaté que régulièrement, les micro-organismes sédimentaient avec un enrichissement marqué des populations dans les lits. Le chitosane qu'on va ajouter au vin, le chitosane œnologique, est un mélange de molécules de tailles différentes. Il est polydispersé et au pH du vin, il va être chargé positivement. Donc ce mélange de molécules de différentes tailles est important pour l'activité. Lorsqu'on ajoute le chitosane au vin, l'agrégation des micro-organismes chargés négativement sur le chitosane va être immédiate. Et cette agrégation est très sensible très marquée chez les micro-organismes sensibles. Donc vous avez ici une souche de Brettanomyces bruxellensis sensible et on voit bien que tout de suite après l'ajout de chitosane, les cellules vont se coller sur les particules de chitosane. Ces particules sont grosses, elles sont lourdes, elles vont sédimenter plus ou moins rapidement selon le vin considéré, selon la population de micro-organismes, selon la dose de chitosane et selon la taille du chitosane qu'on aura utilisé. Au laboratoire, si on analyse ce qui se passe pour les cellules qui touchent le chitosane, on voit qu'elles meurent presque immédiatement. En fait, ici, on voit bien que les brettes là, qui sont collées à cette particule ont perdu leur intégrité membranaire et elles se colorent très facilement. Ici, vous avez une levure piégée dans une gangue de chitosane. Et ici, on voit en microscopie électronique à transmission le désordre causé par le traitement sur le cytoplasme. Et puis, on voit une accumulation de glomérules autour de la cellule. Au niveau cinétique, ça donne la chose suivante. Donc, c'est la même courbe que tout à l'heure pour le témoin. Et on voit qu'après traitement, les populations décroissent énormément dans le vin, jusqu'à devenir souvent indétectables. Et parfois, on a des populations qui décroissent un peu moins rapidement dans les lits. Du fait de ce mécanisme d'action, de très nombreux paramètres vont moduler l'activité. Alors, cette activité, on la divise en deux parties. Une activité d'agglutination et de sédimentation et une activité antimicrobienne directe, puisque le chitosane, au-delà de rassembler les cellules, va aussi les tuer. La charge du chitosane est importante pour ces deux activités. La charge du chitosane va être modulée par les caractéristiques du chitosane, et notamment son degré d'acétylation, on en a parlé tout à l'heure. Et la masse du chitosane va interagir énormément sur les activités d'agglutination. Les chitosanes très lourds vont avoir tendance à sédimenter très rapidement, parfois trop rapidement. Les chitosanes trop petits à pas assez sédimenter et pas à rester assez collés aux micro-organismes. Pour ce qui est de l'action antimicrobienne, c'est moins net, mais globalement, il faut des gros et des petits aussi pour que ça marche. Le pH du vin va moduler la charge du chitosane. La dose de chitosane, la disponibilité du chitosane va être modulée par la concentration qu'on aura ajoutée. Plus on en met, plus il sera disponible et plus l'efficacité pourra être marquée. Mais la composition du vin va aussi moduler la disponibilité du chitosane parce qu'on a pu constater que de nombreux vins en fait, avaient tendance à masquer une partie du chitosane du fait des éléments qu'ils contiennent qui peuvent être chargés et qui vont donc se coller à lui à la place des cellules. Ensuite, l'espèce, la souche présente, l'état physiologique du micro-organisme présent vont moduler sa sensibilité. La composition du vin pourra elle aussi moduler la sensibilité, c'est-à-dire qu'un vin qui contiendra des sucres, par exemple, pourra aider les micro-organismes à surmonter les difficultés induites par le chitosane, ou au contraire, un vin qui sera très chargé en alcool ou en autres éléments pourra aider, accentuer l'effet du chitosane. Donc, tous ces résultats, mécanismes et paramètres modulant l'activité, ce sont des choses que nous avons rassemblées dans la bibliographie et puis que nous avons confirmées par des expérimentations menées pendant le projet.
Donc pour analyser le spectre d'action du chitosane dans le contexte du vin, du fait des paramètres qui pouvaient moduler l'activité, nous avons choisi des conditions dans lesquelles toutes les espèces pourraient se développer et un vin dans lequel le chitosane serait peu séquestré finalement par les composés du vin. Nous avons mis en culture 206 souches dans 27 espèces dans ce vin modèle et ensuite nous l'avons traité au chitosane. Ces souches ont été choisies pour être représentatives de la diversité génétique des espèces lorsqu'on la connaissait. 2 chitosanes ont été utilisés, les chitosanes F1 et F4, qui ont été présentés par Margot tout à l'heure, des chitosanes de faible degré d'acétylation, 10 et 16%, donc ce sont des faibles degrés d'acétylation, et de masse molaire très différente, hein, un chitosane codex, le F1, et un chitosane qui échappe aux spécifications du codex, puisqu'il est beaucoup trop lourd, le chitosane F4. Tous les essais ont été menés en duplicata biologique, et pour certaines souches, on a même fait des centaines d'essais. Donc les vins ont été inoculés. Enfin, le vin a été inoculé avec différentes souches. Il a été traité on a utilisé une dose médiane de 4 grammes par hectolitre. Et puis, on a analysé les populations dans le vin, donc la partie supérieure des tubes, et dans les lits, après 3 et 10 jours de traitement. Ces populations ont été analysées par méthode culturelle. Donc, on obtient différents profils. Avant de les commenter, voilà, un petit peu une grille de lecture. En noir, ce sont les populations dans les témoins. Le trait plein, ce sont les populations dans les lits. Les traits en pointillé noir, ce sont les populations dans les 20 témoins. Et ensuite, en gris, ce sont les essais, population dans le vin, population dans les lits. On peut comparer les résultats en comparant les profils d'évolution des populations, mais on peut aussi comparer ce qu'on appelle le facteur de réduction. Le facteur de réduction, c'est la réduction de population qu'on observe entre le moment où on décide de traiter, donc population initiale, et après 10 jours de traitement et sous tirage, donc la population résiduelle dans le vin, une fois qu'on a éliminé les lits. On a tout d'abord une première série d'essais dans lesquels les populations sont indétectables dans les lits et dans le vin après traitement. Au bout de 10 jours, il ne reste plus rien de détectable, ni dans le lit ni dans le vin. Le facteur de réduction est élevé, l'efficacité est maximale. Ces souches-là sont sensibles. Ensuite, on a des cas dans lesquels les populations sont indétectables dans le vin. Donc, si on soutire, on nettoie parfaitement le vin. Par contre, il reste des populations importantes, parfois très importantes, même dans les lits. Le facteur de réduction est élevé. Si on applique un soutirage, on élimine bien les micro-organismes. Mais attention, ces souches, on les a qualifiées d'intermédiaires parce qu'il y a un risque de reprise de croissance de population si on garde les lits. Enfin, dernier cas, on a des essais dans lesquels les populations résiduelles sont importantes dans le vin comme dans les lits. Le facteur de réduction est plus faible et on observe parfois, et c'est même avec certaines espèces systématiquement le cas, une reprise de croissance malgré la présence de chitosane. Ces souches-là, ce sont des souches tolérantes. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des espèces qui ont été testées ? Donc, vous avez ici différents groupes de micro-organismes. On les a rassemblés par genre ou par groupe plus large. Les résultats sont présentés pour F1 et pour F4, pour chaque groupe, avec plusieurs données. D'abord, le pourcentage d'essais dans lesquels le facteur de réduction est supérieur à 100. On a considéré qu'une réduction de 2 logs de la population, c'était un signe d'efficacité. Donc, c'est le point que vous avez ici, qui représente la proportion de souches pour lesquelles la réduction de population a été importante. Ensuite, dans les diagrammes empilés, vous avez, avec un code couleur, la proportion de souches sensibles en vert, les souches intermédiaires en orange et les souches tolérantes en rouge. Alors, le premier groupe, on va d'abord s'intéresser aux bactéries. Parmi les bactéries, le groupe le moins sensible, c'est le groupe des bactéries acétiques. Chez les bactéries acétiques, moins de 10% des souches ont présenté des facteurs de réduction supérieurs à 100. Et toutes les souches avaient un profil tolérant, c'est-à-dire que toutes les souches étaient capables de se mettre à pousser malgré la présence de chitosane. Ensuite, chez les bactéries lactiques, pédiocoque, lactobacilles, œnococcus soni, si on regarde le pourcentage de souches qui ont un facteur de réduction supérieur à 100 avec F1, on voit que le groupe le moins sensible, ce sont les pédiocoques, suivi des lactobacilles. Et œnococcus soni est une espèce très sensible puisque 95% des essais ont mené à un facteur de réduction supérieur à 100. On le voit aussi, cette sensibilité, avec le code couleur. On voit que chez les pédiocoques, on a
plus de 50% des souches qui sont soit sensibles, soit intermédiaires. On monte à près de 80% chez lactobacilles et on monte à plus de 95% avec Enococcus honi. Il n'y a pas de différence entre F1 et F4 pour le comportement des bactéries acétiques. Par contre, pour les bactéries lactiques, F4 est toujours beaucoup moins efficace que F1. Donc la masse du chitosane est importante pour ces groupes de bactéries. Donc pour résumer, il n'y a pas d'effet sur les bactéries acétiques. On a une efficacité variable sur la flore lactique et on a un risque réel d'inhibition de la FML puisque 95% des Enococcus honi présentent des facteurs de réduction très importants. Chez les levures, le groupe le moins sensible, c'est le groupe des Saccharomyces. On a testé des Saccharomyces cerevisiae, des Saccharomyces uvarum, et on avait des levures qui étaient relativement peu sensibles dans le vin modèle. Avec les non-Saccharomyces, Brettanomyces ou d'autres espèces, on a en général 80% des souches qui présentent des facteurs de réduction supérieurs à 100. Avec F1, en tout cas, une proportion relativement importante, puisqu'on a à plus de 40% de souches qui sont sensibles, c'est-à-dire totalement éliminées, à la fois dans le vin et dans les lits. Ensuite, on a un certain nombre de souches intermédiaires, et on a aussi une petite proportion, non négligeable malgré tout, de souches qui sont tolérantes. Donc pour résumer, le genre Saccharomyces est peu sensible. On a une efficacité variable, mais souvent importante sur les non-Saccharomyces, avec des facteurs de réduction supérieurs à 100 dans 80% des essais. Alors si on zoome un petit peu sur les autres non-Saccharomyces, ça donne la chose suivante. Donc c'est le même code de lecture. Enseniaspora uvarum n'est absolument pas sensible. Ensuite, sur les espèces fermentaires, Torrellaspora delbrueckii, la Chancea thermotolérance, on a des levures qui disparaissent du vin après traitement, mais qu'on va maintenir dans les lits. Elles vont se maintenir dans les lits. Avec Starmerella bacillaris et Metschennikovia pucherrima, on a une efficacité un peu plus forte, puisque là, les levures vont disparaître à la fois du vin et des lits. Et on a une toute petite proportion de souches tolérantes. Enfin, chez les autres, alors, on a des effets donc possibles sur les espèces fermentaires, ce sera selon les cas. Et sur les autres non-Saccharomyces qui ont été testés, donc qui sont plutôt des espèces d'altération, comme Zygosaccharomyces ou Saccharomycodes, en fait, on a une efficacité qui est très forte, puisque 100% des essais ont mené à des facteurs de réduction supérieurs à 100. Et on a une très très forte proportion de souches sensibles, c'est-à-dire qui disparaissent du vin et des lits. Alors, donc on voit que chez ces espèces d'altération, et on l'a vu aussi pour Brettanomyces, il y a parfois des souches tolérantes donc qui survivent à la fois dans le vin et les lits ou qui survivent uniquement dans les lits. Est-ce que c'est grave ? Alors, pour répondre à cette question, nous avons mené des essais en présence de Brettanomyces bruxellensis, une souche sensible, une souche tolérante, et nous avons regardé la production de phénol au cours du temps après traitement. Donc, dans les témoins, on voit que la production de... Alors, on a inoculé très fort. On voulait que les phénomènes soient clairs et nets. Donc, ce sont des populations très importantes. On a commencé les cultures à 10 puissance 6 UFC par millilitre. Donc, dans les témoins, en 30 jours, on obtient des quantités de phénol volatile largement supérieures au seuil de détection olfactif. Avec la souche sensible, lorsqu'on traite, les populations disparaissent, malgré la population initiale très forte. On voit qu'on arrive en fin d'essai à des populations indétectables à la fois dans les lits et dans le vin. Et il n'y a pas de phénol volatile produit. Avec la souche tolérante, les populations sont réduites par le traitement dans le vin et dans les lits, mais dans les lits, très rapidement, les cellules se remettent à se développer. Et on a des phénols volatiles produits, alors à une vitesse un petit peu moindre, puisque les quantités totales sont un peu plus faibles que dans les témoins, mais malgré tout, c'est très significatif, et le phénomène est aggravé quand les lits sont conservés. Donc les micro-organismes qui restent cultivables après traitement restent actifs et donc restent dangereux, malgré la présence de chitosane. Alors, est-ce qu'on peut prédire, du coup, en connaissant la souche qui est présente dans le vin, l'issue du traitement? On sait que 80% des souches de Brettanomyces bruxellensis sont totalement éliminées, c'est-à-dire elles sont soit sensibles, soit intermédiaires. Elles sont totalement éliminées dans le vin modèle suite à un traitement à 4 grammes par hectolitre de chitosane plus soutirage. Vous avez ici les groupes génétiques principaux connus dans l'espèce Brettanomyces bruxellensis et pour chaque groupe, la proportion de souches qui présentent un profil sensible, intermédiaire ou tolérant. Donc chaque cercle est proportionnel au nombre de souches qui présentent ce profil.
on voit que dans tous les groupes génétiques, ou presque, à l'exception de celui-là, tous les profils sont représentés. Donc tous les groupes génétiques présentent de la diversité de réponses. Alors dans ces groupes génétiques, il y en a 2 qui vont nous intéresser particulièrement parce que ce sont des groupes de souches qui sont connus pour être tolérantes au sulfite. Le premier, le groupe AWRI 1499, est majoritairement sensible, rassemble des souches majoritairement sensibles au chitosane, mais malgré tout, il y a une toute petite proportion de souches qui va échapper au traitement. Malgré tout, quand on est en présence de ce type de souche, un traitement peut être judicieux. Avec le deuxième groupe, le groupe L0308, la tolérance au chitosane est plus variable et l'issue du traitement est plus incertaine, l'issue du traitement au chitosane. Enfin, avec les 2 autres groupes qu'on trouve majoritairement dans le vin, on a donc des souches qui sont sensibles au sulfite cette fois-ci, et elles ont des tolérances variables, mais plutôt décalées vers intermédiaire à forte au chitosane. Et donc là, l'issue du traitement sera moins sûre qu'avec ce groupe génétique-là. Ça va être aggravé tout ça par le fait que la nature du vin va aussi moduler l'efficacité du traitement. Alors, toujours avec Brettanomyces bruxellensis comme exemple, si on prend une souche tolérante dans le vin modèle, elle a été définie comme tolérante parce qu'elle avait ce comportement-là dans le vin modèle de laboratoire. Si on la transfère dans un autre vin, donc vous voyez que dans ce vin, elle se développe bien mieux que dans le vin de laboratoire. Et dans ce vin-là, elle devient très tolérante, puisque dans les lits, la population n'est même pas réduite par le traitement. Et dans le troisième vin, qui est ici, dans lequel elle a un peu plus de mal à se développer, vous voyez que la population dans le vin, en fait, reste stable. Elle a un comportement intermédiaire. Donc le vin va moduler le comportement, la sensibilité de la souche au chitosane. Avec une souche sensible, on obtient les mêmes résultats, donc sensible en vin modèle de laboratoire. Elle devient intermédiaire dans ce vin dans lequel l'autre souche se développait très facilement. Elle n'a pas l'air de se développer mieux dans les témoins, mais par contre, elle résiste beaucoup mieux dans les essais. Et enfin, dans le dernier vin, elle redevient sensible. Donc le vin va moduler l'efficacité du traitement de 2 façons. Il va moduler la disponibilité du chitosane, il peut se lier à lui et le rendre moins à même d'aller se lier aux cellules. Et le vin peut aussi apporter des nutriments qui vont éventuellement aider la souche à surmonter les difficultés causées par le chitosane. Ou au contraire, le vin pourrait apporter des éléments qui vont accentuer en fait les dommages causés par le chitosane. Donc après être allé tester un chitosane au niveau de plusieurs matrices de vin, nous on a voulu tester à l'inverse plusieurs chitosanes dans un vin modèle. Donc pour cela, à l'Institut Pascal, nous sommes allés produire de nouvelles fractions en modulant d'une part le degré d'acétylation et d'autre part la masse molaire. Alors, pour moduler ce fameux, la masse molaire plutôt, on va appliquer ce qui s'appelle une hydrolyse radicalaire à un chitosane avec de l'H2O2, ce qui va nous permettre de découper en petits morceaux le chitosane. Et à l'issue de cette réaction, on va générer des fractions avec tout un panel de masses molaires différentes. Donc, chacune de ces fractions a été testée en vin modèle et sur les 2 souches de Brett. Et donc, je vous ai représenté les résultats en m'appuyant sur les facteurs de réduction en fonction de la masse molaire de chacune des fractions testées. Alors, pour rappel, un facteur de réduction, ça va être la réduction de la population cellulaire par rapport à la population cellulaire initiale. Donc, en fait, plus un facteur de réduction va être petit, moins le chitosane a été actif. Donc, lorsque l'on s'intéresse à cette figure, on se rend compte que pour les chitosanes qui ont des toutes petites masses molaires et à l'inverse, pour les chitosanes qui ont des très grosses masses molaires, on a des tout petits facteurs de réduction, ce qui veut dire que ces chitosanes-là ont été très peu efficaces sur Brett. Et donc, à titre informatif, le chitosane F1, qui est donc vendu sur le marché, avec sa masse de 30 000 Dalton, se situe au niveau de la gamme de chitosanes actifs d'un point de vue masse molaire. Donc, même chose pour le degré d'acétylation. Alors, on est venu moduler ce degré d'acétylation en venant regreffer des groupements acétyles au niveau du chitosane. Ce qui fait qu'à l'issue de cette réaction, nous avons réacétylé un chitosane qui avait, à l'issue de ce protocole, un degré d'acétylation estimé à 66%. Donc ensuite, toujours la même chose, en vin modèle et sur les 2 souches de Brett, nous avons testé le F1 normal, le F1 réacétylé et la chitine qui était en fait le pendant suracétylé.
Et lorsque l'on regarde les populations cellulaires, que ce soit chez la souche résistante et chez la souche sensible, on se rend compte que pour les modalités traitées à la chitine et au F1 réacétylé, on a exactement les mêmes évolutions que pour les témoins non traités. Ce qui veut dire que ni la chitine ni le F1 réacétylé n'ont eu d'impact sur les populations cellulaires. Donc il existerait un seuil de degré d'acétylation à partir duquel les chitosanes ne sont plus efficaces sur Brett. Pardon. C'était pour vérifier si vous suiviez. Alors, afin d'améliorer l'activité du chitosane, on a essayé de voir s'il n'était pas possible de le préconditionner. Alors, je m'explique. Le chitosane F1 natif, lorsqu'on le met en suspension dans de l'eau, alors on le met en suspension, il n'est pas soluble, là, enfin, il est en très grande partie insoluble, va induire une modification de pH de l'eau et on est aux alentours de 10. C'est normal, il a été produit en conditions très basiques et il garde des traces de cela. On a essayé de voir s'il n'était pas possible de reconditionner ce chitosane pour en faire un chitosane acidifié. Donc en fait, on l'a simplement pris, mis en suspension dans une solution acide, puis séché, et on a obtenu du chitosane F1 acide. Ça ne modifie pas sa masse molaire. Même chose, on a fait un témoin où là, on l'a remis en suspension en conditions basiques et on l'a séché à nouveau. Et donc ces chitosanes F1 acidifiés, F1 basique ou F1 natif, on les a comparés ensuite vis-à-vis de l'élimination de Brettanomyces bruxellensis, alors des souches tolérantes, des souches sensibles. Ici, c'est les résultats obtenus avec une souche tolérante que je vous présente. On a fait ça à plusieurs doses. Donc en noir, vous avez la courbe témoin. Et puis ensuite, en bleu, le chitosane basique, le chitosane acidifié, le chitosane natif. Et on voit qu'on obtient exactement les mêmes résultats. Alors on voit un effet dose. C'est un petit peu plus efficace quand on augmente la dose. Mais malgré tout, la souche reste tolérante. Et le chitosane ne permet pas de l'éliminer. Alors, ce qui se passe, c'est que ce chitosane acidifié, quand on le place au pH du vin, il prend la même solubilité et la même charge que les autres quand on les place dans les mêmes conditions. La quantité de chitosane qu'on ajoute est toute petite et face au vin, en fait, elle n'est pas capable de lutter. Elle se place dans les conditions... Enfin, elle devient ce qu'elle doit être vu le pH imposé par le vin. Donc, pour conclure sur cette partie, on a vu que le chitosane codex était bien meilleur que le chitosane de haute viscosité. Donc la masse molaire est vraiment un élément important. Mais par contre, il n'est pas 100% efficace. On n'est pas capable de l'améliorer en réduisant sa masse molaire. On n'est pas capable de l'améliorer non plus en modulant son conditionnement. Par contre, ce qu'on a bien noté, c'est qu'il fallait faire attention au degré d'acétylation. Et pour le moment, le codex ne précise rien. Donc c'est quelque chose qui devra certainement être contrôlé lorsqu'on achète un chitosane. Ensuite, la plupart des espèces œnologiques que nous avons étudiées sont affectées. Alors ça, de façon au moins transitoire. Même celles qui sont les plus tolérantes, ça ne leur fait pas complètement rien. En général, il y a une petite réduction de population, puis après, elles repartent. Donc dans ces espèces, on a de la diversité de réponses. Il y a des souches sensibles, des souches intermédiaires, des souches tolérantes. La réponse est fortement modulée par la nature du vin dans lequel on traite. Et en cas de survie, le métabolisme d'altération, si ce sont des espèces d'altération, est maintenu. Il faut donc éliminer les lits parce que c'est là que vont se cacher la plupart des survivants. Ensuite, les espèces fermentaires sont potentiellement affectées. Alors, Saccharomyces cerevisiae elle a été affectée dans notre vin modèle, mais quand on met du sucre à côté, ça ne lui fait plus rien. Et certaines levures non Saccharomyces sont aussi affectées. Les bactéries lactiques responsables de la FML peuvent être fortement touchées. Donc, on a des risques d'altération des cinétiques fermentaires. Donc certaines problématiques œnologiques pourront certainement être résolues à l'aide de chitosane, mais peut-être pas toutes, et c'est ce que va vous présenter Julie Maupeux maintenant. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter quelques exemples d'application du chitosane à différents moments de la vinification. L'application originelle, en tout cas la plus courante en œnologie, c'est bien évidemment le traitement curatif vis-à-vis de Brettanomyces bruxellensis. Mais finalement, au fur et à mesure des années, les fournisseurs proposent différentes formulations pour différentes applications. Par exemple,
on voit de plus en plus apparaître des formulations qui se disent permettre le contrôle de la microflore indigène lors d'utilisation en phase préfermentaire. Nous voyons également apparaître des formulations qui viseraient en tout cas à permettre une stabilisation microbiologique et de façon plus large, par exemple sur des vins en élevage, et qui pourraient permettre de diminuer l'ensemble des flores présentes dans les vins à ces stades. Du coup, se posent quand même pas mal de questions vis-à-vis de l'impact de ces applications. Par exemple, sur des applications précoces en phase préfermentaire, on peut se demander finalement quel est l'impact de l'application du chitosane sur l'ensemble des flores du mou, aussi bien les flores non souhaitées que les micro-organismes que l'on souhaite préserver pour le bon déroulement des phases fermentaires. Et bien évidemment, quel est l'impact de cet apport de chitosane précoce sur le bon déroulement de la fermentation alcoolique et de la fermentation malolactique? Vis-à-vis de la stabilisation microbiologique des vins en élevage, on souhaite évidemment éliminer Brettanomyces bruxellensis, mais est-ce que ce traitement au chitosane peut avoir un impact sur d'autres flores non souhaitées, comme les bactéries acétiques? Donc, pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse à ces différentes questions, je vais vous présenter des résultats d'expérimentation qui ont été mis en place dans le cadre de ce projet et qui pourront nous apporter quelques éléments de réponse. Et donc, je vais vous présenter des résultats d'essais qui ont été réalisés en phase préfermentaire, en fin de fermentation alcoolique et en fin de fermentation malolactique. Donc, tout d'abord, l'utilisation du chitosane en phase préfermentaire. On a vu au cours des différentes présentations et notamment l'intervention de Marguerite que le chitosane avait un impact non négligeable sur les populations microbiennes de levures et de bactéries d'intérêt en œnologie. En phase préfermentaire, l'intérêt et la préoccupation du moment est quand même de limiter les apports de SO2. Et il est vrai qu'en phase préfermentaire, c'est quand même un moment où on peut se permettre de le limiter. Du coup, pas mal de personnes se disent que le chitosane peut être une bonne alternative à ce sulfitage préfermentaire. Alors, bien qu'on veuille avoir un impact sur maîtriser certaines flores, on veut limiter l'impact sur les flores d'intérêt. En effet, l'application du chitosane en phase préfermentaire permettrait éventuellement de limiter le développement d'une levure qui s'appelle Enseniaspora uvarum, et dont on sait que la concentration de cette population d'Enseniaspora uvarum en phase préfermentaire est directement proportionnelle ensuite à la quantité d'acide acétique qu'on va retrouver en fin de fermentation alcoolique. Donc bien qu'on veuille limiter le développement de certaines espèces de levures, il est néanmoins nécessaire de limiter tout impact sur le bon déroulement des fermentations alcooliques et malolactiques. Donc pour évaluer l'impact de ce chitosane en phase préfermentaire, voici c'est un exemple d'expérimentation qui a été mise en place dans le projet. Donc à partir d'une même vendange de Cabernet Sauvignon, a été redivisée ensuite en trois fractions et traitée ou non à l'encuvage, donc par un sulfitage à dose de 4 grammes hectolitre, ou bien un traitement au chitosane à dose de 4 grammes hectolitre également. Et toutes les modalités ont été mises en œuvre en duplicata. Après une phase de macération préfermentaire, toutes les modalités ont été inoculées avec la même souche commerciale de Saccharomyces cerevisiae. Puis, nous avons suivi le bon déroulement des phases de fermentation alcoolique et malolactique. À partir de ces essais, différentes analyses ont été mises en œuvre et notamment des dénombrements après mise en culture sur milieu nutritif gelosé, des niveaux de population de levures, de bactéries acétiques et de bactéries lactiques. Ceci afin d'évaluer l'impact quantitatif de cet apport précoce de chitosane. À partir des colonies de levures et de bactéries isolées sur les milieux nutritifs gelosés, nous avons voulu connaître les principales espèces qui étaient présentes à ces stades dans ces différentes modalités et dans le but d'évaluer l'impact quantitatif de cet apport précoce de chitosane. Alors, je vais vous présenter quelques résultats de cette expérimentation et notamment les niveaux de population de levures et de bactéries qui ont été retrouvés avant le traitement donc à l'encuvage et après traitement en fin de macération préfermentaire selon les trois modalités. Donc sur le graphique de gauche, vous pouvez visualiser les niveaux de population de levures et ce graphique permet d'illustrer le fait que finalement, en fin de macération préfermentaire, dans les modalités non traitées ou bien traitées au chitosane,
nous avons des niveaux de population de levure qui sont plus élevés que dans la modalité sulfitée à l'encuvage. Pour les niveaux de population de bactéries, en rouge, vous avez ici les niveaux de population de bactéries acétiques, en bleu, les niveaux de population de bactéries lactiques, et c'est un petit peu le même schéma que pour les levures, finalement. En fin de macération préfermentaire, seul dans les modalités sulfitées, nous voyons qu'il y a un moindre développement, en tout cas, de ces flores bactériennes. Ceci nous permet de conclure sur l'impact quantitatif du chitosane lors d'un apport précoce à l'encuvage, et nous pouvons conclure que le traitement au chitosane ne permet pas de maîtriser le développement des levures en macération préfermentaire et que finalement, seul le sulfitage permet d'inhiber, de limiter en tout cas le développement des bactéries acétiques et lactiques. Voici ici un diagramme qui va nous permettre d'illustrer l'impact potentiel quantitatif de cet apport précoce de chitosane. Donc en fait, ce diagramme permet de visualiser la distribution relative des genres et espèces de levures qui sont retrouvées toujours au même stade, c'est-à-dire à l'encuvage et en fin de macération préfermentaire, dans les 3 modalités étudiées. Une couleur correspond à une espèce de levure, et je vous ai remis en haut des graphiques les niveaux de population de levure que nous avions dénombrés dans ces essais. Et finalement, en fin de macération préfermentaire, bien que les niveaux de population de levure soient différents entre la modalité sulfitée et les modalités non traitées ou bien traitées au chitosane, nous avons une seule et même espèce, Enseniaspora uvarum, qui prédomine. Nous pouvons donc conclure que finalement, la distribution des principales espèces de levure en fin de macération est globalement comparable que les mous aient été traités ou sulfités, traités au chitosane ou bien sulfités à l'encuvage. De la même façon, nous avons identifié les principales espèces de bactéries acétiques et lactiques au même stade. Je ne vous ai pas présenté les résultats aujourd'hui, mais nous aboutissons aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que ce sont les mêmes genres et espèces de bactéries acétiques et de bactéries lactiques qui sont retrouvés, quelle que soit la modalité considérée. Nous pouvons donc conclure que finalement, l'apport précoce de chitosane à l'encuvage ne permet pas de maîtriser ni le développement ni la prédominance de l'espèce de levure Enseniaspora uvarum, que pourtant l'on souhaite éliminer. Et que seul finalement le sulfitage à la vendange a un impact sur les niveaux de population de bactéries acétiques et lactiques. Toujours à partir de ces mêmes essais, donc en fin de macération préfermentaire, toutes les modalités ont été inoculées avec la même souche commerciale de Saccharomyces cerevisiae. Vous voyez ici sur ce graphique les chutes de densité, les diminutions de densité de ces différents essais. Et nous pouvons visualiser que, finalement, vous ne le visualisez pas puisque les courbes sont confondues, ce qui nous permet de mettre en évidence que finalement, dans le cadre d'essais inoculés par une souche commerciale de Saccharomyces cerevisiae, que les mous aient été traités au chitosane sulfité ou bien n'aient subi aucun traitement à l'encuvage, nous n'avons pas d'effet sur les cinétiques fermentaires, ni même sur la bonne implantation de la souche commerciale de Saccharomyces cerevisiae qui a été validée. En fin de fermentation alcoolique, chaque modalité a été redivisée en 2 fractions. Une fraction qui a été inoculée avec une souche commerciale de Nococcus honey et une seconde fraction qui a été laissée en conditions optimales pour le déroulement d'une fermentation malolactique en conditions spontanées. Les petits tableaux ici vous résument les durées des fermentations malolactiques. Finalement, dans les modalités inoculées avec la souche de Nococcus honey ici sur la gauche, vous avez les mêmes durées de fermentation malolactique, quelle que soit la modalité considérée, alors que dans les modalités indigènes, seule la modalité qui n'a été ni sulfitée ni traitée au chitosane à l'encuvage aboutit à une fermentation malolactique complète, ce qui n'est pas forcément le cas dans la modalité indigène ou dans la modalité traitée au chitosane. On a conclu de cet essai en tout cas que l'apport de chitosane sur mou dans ces essais ne permettait pas de modifier réellement le déroulement d'une fermentation malolactique en conditions inoculées par une souche commerciale, et en tout cas dans ces conditions plutôt permissives. Mais par contre, cet apport précoce de chitosane rendrait plutôt aléatoire le bon déroulement d'une fermentation malolactique en conditions spontanées. Je reviens maintenant à un autre stade de la vinification. Et que se passe-t-il en fin de fermentation alcoolique? Tout d'abord, première question, est-ce que l'élimination de Brettanomyces bruxellensis, est possible par ajout de chitosane en fin de fermentation alcoolique.
Voici ici des exemples de résultats d'essais qui ont été menés par ma collègue Cécile Miosertier de l'UMR Œnologie et qui visaient à traiter au chitosane avec 2 doses à 4 et 10 grammes hectolitres ou contre un témoin non traité simplement soutiré, donc un vin rouge qui a été récupéré en fin de fermentation alcoolique et qui contenait une population relativement élevée de levures non Saccharomyces, principalement composée de Brettanomyces bruxellensis. Après les 10 jours donc, de contact entre le chitosane et le vin, a eu le soutirage, et finalement, sur le graphique de gauche, nous nous rendons compte que les niveaux de population de levures non Saccharomyces sont toujours élevés dans la modalité non traitée et comparables, ce qui n'est pas le cas dans les modalités qui ont été traitées au chitosane. Pour les niveaux de population de bactéries lactiques, la modalité non traitée contient, en tout cas dans la fraction de vin clair de la modalité non traitée, une forte population de bactéries lactiques, ce qui n'est toujours pas du tout le cas dans les modalités traitées au chitosane. Donc pour ce vin, en tout cas, nous pouvons voir que le chitosane a une action efficace d'élimination de Brettanomyces bruxellensis et qui semble même durer un petit peu puisqu'on est près de 2 mois après le soutirage. Par contre, ce traitement en fin de fermentation alcoolique a amené en tout cas à un abaissement très fort des niveaux de population de bactéries lactiques. Donc nous venons de voir que le chitosane pouvait avoir un fort impact sur les niveaux de population de bactéries lactiques en fin de fermentation alcoolique. Forcément, se pose la question de l'impact sur la réalisation de la fermentation malolactique. Toujours des essais qui ont été menés au sein de l'UMR Œnologie à partir d'un vin rouge en fin de fermentation alcoolique. Ce vin rouge a été récupéré donc, à ce stade, puis traité au chitosane aux 2 doses de 4 et 10 grammes hectolitres, puis divisé en 2 fractions, une fraction inoculée avec une souche commerciale de Nococcus uni et une fraction laissée à température optimale pour le bon déroulement d'une fermentation malolactique en conditions spontanées. Ces graphiques représentent les cinétiques de dégradation de l'acide malique et dans le cadre d'essais inoculés par une souche commerciale, l'ensemble des modalités indique une fermentation malolactique complète. Néanmoins, nous pouvons observer un décalage dans la durée de réalisation de cette fermentation malolactique. En conditions de fermentation malolactique spontanée, la modalité non traitée a une fermentation complète, ce qui n'est pas le cas dans cet essai du moins, sur les essais qui ont été traités au chitosane. Pour cet exemple et pour ce vin, lorsqu'un traitement a eu lieu, le traitement a eu lieu en fin de fermentation alcoolique, la fermentation malolactique en conditions inoculées est possible, mais retardée. Par contre, en fermentation malolactique spontanée, dans cet exemple-là, la fermentation malolactique a été très fortement impactée, voire retardée, après ces essais n'ont été suivis que sur un peu plus d'1 mois, dans la situation des vins qui ont été traités au chitosane. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on va traiter au chitosane en fin de fermentation malolactique. Voici ici un exemple d'un autre vin qui a été récupéré en fin de fermentation malolactique et qui contenait une population de levure non Saccharomyces initiale relativement élevée. D'ailleurs, ces levures sont principalement composées de Brettanomyces bruxellensis. 4 modalités dans cette expérimentation-là. Nous retrouvons la modalité non traitée, les 2 modalités traitées aux 2 doses de chitosane et enfin la modalité qui a été sulfitée au moment du soutirage. Les graphiques donc, indiquent les niveaux de population de levure non Saccharomyces et de bactéries lactiques. Sur le graphique de gauche, j'ai perdu mon pointeur mais vous le voyez, sur le graphique de gauche, nous pouvons visualiser que le traitement au chitosane a permis d'abaisser fortement les populations de levure non Saccharomyces, ce qui n'est pas le cas dans la modalité seulement soutirée. Nous pouvons voir sur ce même graphique que ça a été également le cas pour la modalité qui a été soutirée, mais avec un ajustement du SO2 à 40 mg par litre. Mais par contre, cet effet n'est que transitoire. En effet, dès lors que le niveau de SO2 actif diminue, on observe un redéveloppement des populations de levure. Sur le graphique de droite, vous pouvez visualiser les niveaux de population de bactéries lactiques de ces mêmes essais
Et comme précédemment, nous nous rendons compte que dans les modalités traitées au kétosane, et même là pour le coup, sur la modalité dont le SO2 a été ajusté au moment du soutirage, les niveaux de bactéries lactiques sont très fortement affectés, ce qui n'est pas le cas dans la modalité témoin. Cette expérimentation nous permet de conclure qu'en tout cas, dans ce cas de figure-là, le traitement au kétosane peut être efficace même en fin de fermentation malolactique sur l'abaissement des populations de Brettanomyces bruxellensis et que ce traitement semble durer, ce qui n'est pas forcément le cas d'un sulfitage, bien sûr sous réserve d'ajuster ou pas le niveau de SO2 actif. Les populations de bactéries lactiques sont toujours très fortement affectées par un traitement en kétosane, même en fin de fermentation malolactique. Un dernier exemple, et après j'arrête avec les graphiques, sur un autre vin qui a été récupéré à un même moment, c'est-à-dire en début d'élevage, et qui contenait d'ailleurs une population de levure non Saccharomyces, principalement composée de Brettanomyces bruxellensis, un peu moins élevée, de l'ordre de plusieurs centaines de cellules par millilitre. Dans cet essai, nous retrouvons nos modalités non traitées, les deux modalités traitées aux 2 doses de kétosane. Et suite au temps de contact, et 10 jours après le soutirage, nous avons réanalysé ces mêmes vins après 2 mois. Dans cet essai-là, après ces 2 mois, finalement, les niveaux de population de levure sont assez comparables, quelle que soit la modalité considérée. Nous avons également regardé les niveaux de population des bactéries acétiques et, dans le cadre de cet essai-là, les niveaux de population de bactéries acétiques après le soutirage, 2 mois après le soutirage, sont comparables, quelle que soit la modalité considérée. Donc, pour ce vin, du moins, le traitement au kétosane vis-à-vis de Brettanomyces bruxellensis a finalement été peu efficace et le traitement au kétosane n'a aussi aucun effet sur les niveaux de population de bactéries acétiques. Pour conclure et finalement amener quelques éléments de réponse aux questions que je vous ai répertoriées au démarrage, par rapport au traitement précoce sur mou. A priori, ce traitement précoce sur mou n'aurait pas d'influence sur le développement et la prédominance de la levure majeure que pourtant on souhaite éliminer, Enseniaspora evarum. Par ailleurs, ce traitement précoce n'aurait pas d'influence sur Saccharomyces cerevisiae, ni sur le bon déroulement de la fermentation alcoolique, en tout cas en conditions inoculées avec une souche commerciale. Néanmoins, ce traitement au kétosane précoce à l'encuvage aurait un fort impact sur la bactérie Eunococcus uni et rendrait plutôt compromise ou en tout cas plus difficile le bon déroulement de la fermentation malolactique. Dans le cadre d'un traitement au kétosane en fin de fermentation alcoolique, le traitement peut être efficace contre la levure d'altération Brettanomyces bruxellensis. Par contre, il faut quand même garder en tête que ce traitement a un fort impact sur les niveaux de population de bactéries lactiques et donc compromettre fortement le bon déroulement de la fermentation malolactique. Et enfin, dès la fin de fermentation malolactique, le traitement au kétosane peut être efficace contre Brettanomyces bruxellensis, sous réserve d'avoir des souches sensibles, mais que finalement, ce traitement au kétosane en élevage, ou en début d'élevage du moins, n'a pas d'effet sur le niveau de population des bactéries acétiques. Finalement, ces différents essais nous permettent de confirmer les premières observations qui ont été faites sur le test au laboratoire, sur les différentes souches des différentes espèces et qui ont été réalisées en début de projet et que vous a présenté Marguerite. Merci. Et enfin, et après promis, on vous laisse tranquille, on est venu s'intéresser aux conséquences que pouvait avoir un traitement au kétosane sur les qualités organoleptiques des vins. Donc pour cela, nous avons lancé des essais sur 6 vins, donc 4 vins rouges et 2 vins blancs, qui avaient des cépages différents, de millésimes différents. Nous avions des vins boisés, des vins qui ne l'étaient pas, et qui provenaient de régions différentes. Donc ces vins-là ont été traités à la dose de 10 grammes par hectolitre. Et nous avons suivi en parallèle, donc nous avons fait faire des analyses physico-chimiques classiques, donc tout ce qui est acidité volatile, acidité totale, pH, etc. Nous avons suivi les populations microbiennes qui étaient dans ces vins-là. Et surtout, en collaboration avec Axel Marchal, nous avons fait faire des tests triangulaires sur un panel mixte de dégustateurs qui était composé à la fois d'experts et de non-experts.
Donc, à l'issue de cet essai, il s'est avéré que concernant les caractéristiques physico-chimiques, il n'y avait pas de différence significative entre les vins traités et les vins qui ne l'étaient pas. Au niveau des analyses microbiologiques, finalement, les résultats étaient assez fidèles à ce que l'on avait pu voir lors du grand screening. Et au niveau des tests triangulaires, il s'est avéré qu'il y a eu une différence perceptible seulement sur un vin parmi les 6 testés, avec un risque alpha de 0,10. Et après avoir interrogé les dégustateurs, si différences il y avait, elles n'étaient pas nécessairement mal perçues. Donc on peut vraiment conclure qu'en termes de qualité organoleptique, l'impact d'un traitement au chitosane sur les vins rouges rouges et blancs, reste assez minime. Et je vais laisser du coup, Virginie conclure sur tout ça. Donc pour conclure effectivement sur toutes ces présentations, Johanna avait préparé un petit point sur ce qu'il faut retenir effectivement de tous ces travaux et sur le chitosan. Le premier message qu'on voudrait vous donner, c'est qu'il n'existe pas un chitosan, mais des chitosans. Effectivement, c'est une macromolécule avec, vous l'avez vu, des structures très particulières. Ce degré de désacétylation dont on a longtemps parlé pendant toute cette présentation, mais qui est très très important, qui va différencier le chitosane de la chitine et qui va en faire son activité. Donc cette présence de ce NH2-là est indispensable au bon fonctionnement de ce produit. Alors ce degré de désacétylation, il va lui donner sa fonctionnalité, ça va le rendre très positif avec cette action très forte biologique grâce effectivement à cette protonation de cet NH2 dans le milieu vin. Malgré tout, l'activation par acidification ne sert à rien finalement, puisque finalement dans le milieu vin, la charge du chitosan va être immédiatement sensible au pH. La masse molaire est aussi plus ou moins importante, mais quand même, je pense, très importante. Il y a une plage de masse moléculaire optimale pour que l'activité antimicrobienne du chitosane soit réelle. C'est un équilibre entre son action biologique et sa capacité de flocculation et d'agglutination, et donc de sédimentation et d'élimination des micro-organismes. Donc c'est un point très important. D'un point de vue fonctionnel, finalement, l'origine importe peu, mais quoi qu'il en soit, pour des raisons de risque d'allergénicité, seuls les chitosans d'origine fongique sont autorisés en œnologie. Et puis, d'un point de vue réglementaire, on pourrait se demander pourquoi ne pas inscrire dans la réglementation un degré d'acétylation maximum pour pouvoir contrôler l'efficacité. Et puis, plutôt que d'une viscosité qui est décrite, qui est plus ou moins le reflet de la masse moléculaire, mesurer ou en tout cas indiquer un intervalle de masse moléculaire qui pourrait donner une certaine efficacité au produit. Et puis pour la petite histoire, je voudrais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Il y a 15 ans, nous avions ce fameux chitosan dans les mains pour la stabilisation pour le collage des vins. Et puis mes collègues microbiologistes m'ont dit non, le chitosan ça marche pas, ça n'a pas d'effet sur les espèces fongiques, ne regarde pas ça, c'est pas la peine. Eh bien en fait, il faut toujours être critique parce que celui-ci, oui, il est efficace et comme vous avez vu, on a bien démontré pourquoi il l'est, parce qu'il a la bonne taille et la bonne charge. Donc finalement, c'est bien pour ça qu'il n'y a pas des chitosans, mais plusieurs chitosans et certains plus efficaces que d'autres. Le message numéro 2, c'est le chitosane a un effet variable selon les espèces œnologiques que vous allez rencontrer, ce qui va conditionner son utilisation. Alors finalement, on pourrait faire cette échelle-là d'espèces pas du tout sensibles jusqu'à des espèces très sensibles. Alors, pas du tout sensibles sur les bactéries acétiques, sur Enseniaspora uvarum, donc inutile d'essayer d'éliminer ces espèces avec ce produit. Des espèces plutôt intermédiaires, Cerevisiae, mais qui finalement, dans le cadre de développement pendant la fermentation alcoolique sur mou avec du sucre, le traitement ne peut pas gêner Cerevisiae pour se développer.
Ensuite, des espèces un peu sensibles, Lactobacillus et Pneumococcus, qui, elles, vont effectivement avoir une diminution de leur population si on fait des traitements avec le chitosan, et puis même des retards de fermentation malolactique dans le cadre de fermentation spontanée. Et puis, des souches plutôt sensibles, Brettanomyces en particulier, et d'autres non-sacs. Et là, avec... bien évidemment, comme toujours, une variabilité au sein d'une espèce avec des souches sensibles, intermédiaires et tolérantes. Donc ces résultats peuvent expliquer aussi certains écueils et certains cas curatifs réfractaires. Ce qui fait que finalement, dans le positionnement du produit œnologiquement, eh bien, les traitements préfermentaires ne sont pas très utiles, puisque finalement, les souches que l'on voudrait éliminer de flore indigène ne le sont pas par le chitosan, ni les bactéries acétiques, ni Enseniaspora. Pendant la FA, on a effectivement la possibilité de traiter, mais attention, attention à la fermentation malolactique et à la réalisation de cette fermentation malolactique. Et puis ensuite, les traitements post-malolactiques qui sont les plus recommandés pour pouvoir éliminer les micro-organismes comme Brettanomyces bruxellensis. L'action du chitosan, elle est durable. C'est une action antimicrobienne immédiate, comme vous avez vu sur toutes ces photos de microscopie où on voit très bien les souches être détruites très rapidement. Et puis ensuite, il y a le temps de sédimentation qui est nécessaire. Un soutirage indispensable pour optimiser son action, puisqu'il peut encore se loger dans les lits quelques souches résistantes. Donc c'est pour ça qu'il faut préconiser le soutirage une fois le traitement effectué, après une dizaine de jours. Et effectivement, même s'il existe des souches résistantes, 80% des cas de traitement sont efficaces. Donc l'activité antimicrobienne est durable, qui empêche souvent mieux que le SO2 des nouveaux développements ultérieurs. On sait qu'il y a un effet de rémanence, même si on soutient le produit, alors qu'on n'explique pas encore, mais que les chercheurs s'attacheront à démontrer et à travailler.